Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, on essaie la Subaru BRZ dans sa version TS, la plus sportive. On parle également de la Fiat 500e qui a de la difficulté à trouver preneur au Québec, même s'il s'agit de la voiture électrique la moins chère au Canada. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel était le véhicule de production américaine qui, en 1978, était le plus puissant, toutes catégories confondues? Eh bien, la réponse, ce n'est pas la Chevrolet Corvette, mais bien le Dodge Lilred Express, une version de performance de la camionnette Dodge Ram qui utilisait un moteur V8 de 5,9 litres, 360 pouces cubes, 225 chevaux de puissance, alors qu'à cette même époque, la Chevrolet Corvette produisait 220 chevaux. Dès l'année suivante, la Chevrolet a vu sa puissance monter de 5 chevaux pour égaliser le Dodge Lilred Express. Et après ça, bien évidemment, la Chevrolet Corvette est devenue plus puissante que cette camionnette qui a été rebaptisée Warlock pour 1980, qui est ensuite disparue du marché nord-américain. En 1978, c'était le véhicule le plus puissant commercialisé par un constructeur nord-américain et certainement une époque particulièrement creuse en matière de performance pour l'industrie automobile américaine tout entière. Subaru maintenant qui, avec sa BRZ, connaît un bon succès à l'échelle mondiale, une voiture qui se distingue de tout ce qui existe sur le marché. Bon, évidemment, mis à part le fait que Toyota est la même voiture, la Toyota GR86, qui exploite exactement la même motorisation et qui va différer de la Subaru essentiellement que par des éléments cosmétiques et par un équipement qui est distinct par rapport à cette voiture-ci, de façon très minime, il faut quand même le savoir, parce que si on compare les prix de la BRZ avec les prix de la GR86, bon, on se rend compte qu'on est pratiquement nez à nez. Et il faut magasiner du côté des deux constructeurs pour trouver la meilleure offre. Parfois, les taux de financement de location peuvent être plus avantageux d'un côté comme de l'autre, mais c'est essentiellement du pareil au même, avec bien sûr des variations au chapitre de l'équipement. Mais la nouveauté pour 2024, c'est cette version TS qui est un peu plus performante, pas au niveau de la puissance mécanique qui demeure la même à 228 chevaux, mais on va avoir ici des freins Brembo, une suspension qui a été recalibrée, plus sportive pour avoir une meilleure dynamique sur circuit notamment. Vous allez avoir des amortisseurs Hitachi Astero qui sont plus performant à l'avant, une suspension qui a été recalibrée à l'arrière, siège sport avec de la suédine à l'intérieur de la voiture, c'est exclusif à ce modèle-ci. Considérez également les pneumatiques qui sont des Michelin Pilot Sport 4S, des pneus de performance franchement intéressants, qu'on ne retrouve pas souvent chez ce constructeur. Alors, on a voulu pousser la note, avec cette voiture-ci pour avoir une dynamique qui est franchement intéressante. Et l'équilibre de conduite est magnifique. C'est franchement une voiture sport dans sa plus pure expression, légère, agile, maniable. Est-ce qu'on la souhaiterait un peu plus puissante? Parfois oui, mais il y a quand même un bel équilibre ici, certainement plus qu'avec la précédente génération. Et c'est une voiture très solide qui a comme faiblesse peut-être un embrayage qui est un peu fragile pour ceux qui vont malmener la voiture. Mais encore une fois, si la voiture est conduite de façon décente, c'est un véhicule très solide et très fiable également, qui a une bonne valeur de revente, que j'apprécie tout particulièrement. Et je m'explique mal pourquoi Subaru et Toyota n'ont pas encore lancé de version décapotable de ce modèle-ci, qui connaîtrait un succès fulgurant et qui deviendrait en quelque sorte la principale rivale de la Mazda MX-5, qui n'a jusqu'ici eu comme rivale que la Pontiac Solstice et la Saturn Sky qui ont été commercialisées entre 2007 et 2009. Sinon, pas de rival direct pour la Mazda MX-5 et si on pouvait offrir une version décapotée de ce modèle-là, à prix équivalent à la Mazda, ça serait probablement une rivale fort intéressante. En attendant, vous allez avoir un niveau de plaisir au volant qui se rapproche dangereusement de celui de la Mazda MX-5, mais évidemment sans cette possibilité de pouvoir rouler à ciel ouvert. Pour moi, une des sportives les plus amusantes du marché actuel, considérant aussi que c'est l'une des plus abordables parce que le prix de cette version-ci, transport, préparation inclus, c'est 38 757 $. Ce n'est pas la version la plus coûteuse. Vous pouvez opter pour un modèle un peu plus luxueux qui offrira un peu moins d'éléments de performance, mais un peu plus de confort à l'intérieur. Mais c'est franchement une voiture dont le prix demeure alléchant et encore une fois, dépréciation très faible du côté de la BRZ. Même chose du côté de la Toyota GR86 qui, encore une fois, est son clone.
La Fiat 500e maintenant débarquée depuis déjà quelques mois sur le marché canadien et surtout sur le marché québécois parce qu'on ciblait initialement que le marché du Québec et de la Colombie-Britannique chez Fiat, considérant que les crédits gouvernementaux sont plus intéressants dans ces deux provinces que dans le reste du pays. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un peu inondé le marché de Fiat 500e au Québec et que le succès n'est pas au rendez-vous au niveau à ce à quoi on s'attendait. Alors pour le moment, il y a autour de 900 unités, 900 Fiat 500e qui sont distribuées à travers les différents concessionnaires québécois et qui cherchent preneurs, des voitures qui sont franchement intéressantes et ce qui amène à poser une question assez intéressante au niveau du succès de ce modèle-là. Est-ce que le produit est à la hauteur ou est-ce que c'est pas plutôt la commercialisation qui constitue le problème? Et en ce qui me concerne, c'est certainement le deuxième point qu'il faut cibler parce que honnêtement, la Fiat 500e est une voiture franchement amusante, autonomie très raisonnable à 227 km pour une citadine, c'est tout ce qu'on a besoin. La batterie est de petite taille, donc se recharge rapidement. La voiture est agile, maniable, puissance initiale qui est intéressante. Elle est jolie, elle est bien assemblée. Évidemment que les problèmes de fiabilité du passé, on les élimine puisqu'il n'y a pas de moteur, pas de transmission. Et c'est une voiture qui roule sa bosse depuis déjà plusieurs années du côté de l'Europe, alors rien à craindre de ce côté-là. Mais évidemment, c'est une voiture qui est distribuée chez un réseau de concessionnaires qui a énormément de difficultés en ce moment. On peine à livrer des camions qui s'accumulent dans les cours des concessionnaires. Les ventes chez Stellantis ne vont pas très bien, autant du côté de chez Ram que de chez Jeep, où les ventes ralentissent pour les Wrangler, les Grand Cherokee, les Wagoneer, Grand Wagoneer. Peu de succès de ce côté-là, ou du moins beaucoup moins qu'il y a quelques années. Et chez les camions Ram, bien, ça stagne énormément. On sait que le Ram 1500 classique disparaît cette année, mais en fait ne revient pas pour 2024. Il y a encore beaucoup d'inventaires de modèles 2023 chez les concessionnaires invendus. Alors, ça devient de plus en plus un problème. Et évidemment que les vendeurs ne sont pas habitués à distribuer des produits comme la Fiat 500e. On n'a plus cette clientèle plus analytique et plus, évidemment, soucieuse de l'environnement qui se présente chez un concessionnaire Dodge, Jeep, Ram, parce qu'on n'a pas de produits de ce genre-là. Alors, est-ce que la distribution, la mise en marché, la façon de vendre le véhicule est un problème? La réponse, c'est oui. Il faudra se retrousser les manches. Il faudra faire en sorte que le produit soit davantage connu du grand public et qu'on puisse en même temps regagner la confiance d'un public qui, évidemment, a entendu des histoires d'horreur en matière de fiabilité du côté de la division Fiat, qui était essentiellement disparue depuis plusieurs années. Elle était sur le respirateur artificiel sur le marché canadien. On vendait quelques dizaines d'unités de produits Fiat au Canada dans les dernières années, ne serait-ce que pour dire que la marque est encore existante, mais dans les faits, on relance Fiat avec une 500e, suivra un deuxième modèle électrifié qui devrait débarquer d'ici 1 an ou 2, mais il faudrait que la Fiat 500e connaisse plus de succès et ça passe certainement par un message que doit livrer Stellantis au public québécois, parce que si la voiture ne connaît pas de succès, c'est simplement parce qu'on ne sait pas comment la vendre et comment bien la commercialiser. Il y a un gros travail à faire du côté des concessionnaires et du constructeur pour que le succès soit au rendez-vous, parce que, encore une fois, ce n'est pas le produit qui est le problème. Et à ceux qui se cherchent une petite voiture électrique, bien, sachez qu'à environ 30 000 $ avant taxe, vous allez obtenir une voiture franchement amusante et qui risque de ne perdre que peu de valeur parce qu'évidemment, dès l'année prochaine, la voiture coûtera 3 000 $ de plus ou coûtera 10 % plus cher, considérant l'abaissement des crédits gouvernementaux du Québec. Je vous parlais évidemment de Fiat qui propose la voiture électrique la moins chère sur le marché canadien. Bien, ça pourrait changer très prochainement parce que le constructeur chinois BYD cogne aux portes du Canada. On travaille actuellement à la mise en place d'un réseau de concessionnaires sur le marché canadien, à la commercialisation de plusieurs produits. On sait qu'on est déjà implanté du côté du Mexique, de l'Amérique du Sud, de l'Europe. On perce essentiellement la majorité des grands marchés mondiaux, à l'exception bien sûr
sûr, du marché américain, où là, la taxation pour les produits de Chine sera quadruplée, vraisemblablement d'ici peu. Alors, pas question pour BYD de percer le marché américain, mais on voudrait prendre en sandwich le marché américain avec celui du Mexique et du Canada. Alors, on pourrait voir débarquer plus tôt que tard des produits BYD sur le marché canadien. Et parce qu'on est très agressif au niveau des prix et qu'on propose des véhicules qui sont franchement convaincants, bien, ça pourrait connaître un succès quasi sans précédent. On sait que BYD a même momentanément dépassé les ventes de Tesla à l'échelle mondiale. Tesla aurait pris le dessus tout récemment. Mais on se bat actuellement pour la guerre du titre premier du constructeur automobile qui ne commercialise que de l'électrique. Alors BYD, ce n'est pas un joueur symbolique, c'est un gros joueur à l'échelle mondiale qui propose actuellement une camionnette de taille intermédiaire qu'on appelle Shark, hybride rechargeable et qui pourrait constituer une alternative intéressante à des Ford Ranger, des Chevrolet Colorado, peut-être à un Ford Maverick aussi, parce qu'en matière de format, on est peut-être à mi-chemin entre les grosses camionnettes intermédiaires du marché nord-américain et les camionnettes compactes comme le Ford Maverick ou le Hyundai Santa Cruz. Alors, un produit qui pourrait connaître énormément de succès chez nous, en plus des modèles d'entrée de gamme électrifiés de petits formats qui brillent par leur absence sur notre marché, encore une fois, mis à part la Fiat 500e qui est seule sur son île. En terminant, question de la semaine, quel coupé sport commercialisé par Toyota au début des années 90 était directement dérivé de la compacte Toyota Tercel? Ma réponse la semaine prochaine.